bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence sur le coup de pouce rénovation performante et son intégration dans Caprénov. Donc, pour animer ce webinaire, on a une partie de l'équipe de Caprénov, donc moi-même qui suis spécialisée sur les aides financières, Sylvain, qui est donc en vidéo également, qui est notre ingénieur thermicien, qui vous présentera l'interprétation du texte pour l'intégration dans le moteur de calcul. Florent, qui est le directeur de Caprénov et qui animera le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à lui poser les questions via le fil de discussion. Avec nous, on a Alexandre Vasquez de Synergie Sud. Donc, je te laisse te présenter, Alexandre. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ingénieur thermicien au sein du bureau d'études thermiques Synergie Sud et je fais également des formations sur tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, notamment au travers du dispositif RGE. Et j'ai aussi une activité d'auditeur pour des organismes comme Calibat, aussi bien sur le RGE travaux que sur le RGE audit énergétique, dont il va être question en partie. Merci Alexandre. Donc, on s'est présenté, on ne va pas pouvoir tous faire un tour de table. Donc, je vous propose, je vais lancer un petit sondage pour savoir qui est parmi nous. Si vous voulez bien y répondre rapidement. Alors, les jeux sont faits, non, pas encore. Donc, la cible des utilisateurs de Caprénov, vous voyez, est assez large. On a aussi bien des entreprises, des bureaux d'études, des formateurs du service public. Et donc, on voulait savoir aussi à quel titre vous êtes intéressé pour ce webinaire. Si vous êtes en veille ou si vous êtes déjà opérationnel. Et bien sûr, si vous êtes déjà utilisateur de Caprénov. Bon, on a une petite idée, même si on n'a pas tous les résultats. Donc, je vais poursuivre la présentation. Juste pour information, on ne voit pas le résultat Oui. des sondages. Donc, on a, excusez-moi, donc on a 30% d'entreprises du bâtiment, 34% de bureaux d'études, 3% d'architectes, 28% de services publics et 3% de syndicats et clusters. On a 46% qui sont des participants qui sont plutôt là à titre d'information générale, 37% qui se préparent à valoriser le coup de pouce rénovation performante et 17 qui le valorisent déjà, avec une grosse partie des participants qui ont déjà une licence Caprénov, 5% seulement qui n'en ont pas et 11% qui sont en essai. Voilà. Donc, je poursuis. On va être ensemble 1 heure. Donc, mettez-vous dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à poser vos questions en direct via le chat. Et après la conférence, on va retransmettre l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Donc, comment on va procéder? On va avoir une présentation du contexte des évolutions de la barre TH164 par Alexandre. On va faire ensuite un zoom sur son intégration dans Caprénov, donc l'intégration du coup de pouce barre TH164, puisque Caprénov présente déjà le C2E, barre TH164. Et on prendra un temps pour échanger en fin de présentation. Voilà, c'est parti. Alexandre.
Oui, donc effectivement, avant de rentrer sur la barre TH164 précisément, on comprend qu'on est effectivement dans le cadre du dispositif des C2E ici, certificat d'économie d'énergie lancé en 2006 sous forme d'aide privée, donc par les fournisseurs d'énergie, ce qui vient bien sûr en frontal des aides publiques du gouvernement, des gouvernements successifs, crédit d'impôt puis MaPrimeRénov'. Ce sont des aides qui sont cumulables donc avec ces aides publiques. Ce dispositif des C2E récompense initialement des actes monogestes, donc isolation, amélioration des équipements de chauffage. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une fiche, notamment en maison individuelle, qui vient récompenser plutôt une action globale, comme on va en parler, avec donc une fiche spécifique pour valoriser ce type d'opération. En frontal de ça, dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, pour booster effectivement les rénovations, notamment sur des cibles donc de précaires au niveau des revenus. Il a été lancé donc en 2017 le dispositif coup de pouce qui vient finalement majorer des fiches de transformation de C2E monogestes au départ. Donc, par exemple, la plus connue, celle qui est la plus sollicitée, l'isolation des combles perdus, qui récompensait en C2E des montants allant de 5 à 15 euros. On est passé sur une majoration pour, au départ du très précaire, à plus de 20 euros. Et suite à la crise des Gilets jaunes, en 2019, une des réponses du gouvernement a été d'ouvrir le dispositif coup de pouce à l'ensemble des ménages. Ce qui donc fait qu'on a l'intégralité des ménages aujourd'hui, quel que soit les niveaux de revenus, qui peuvent prétendre au dispositif coup de pouce quand ils existent, puisque toutes les opérations n'ont pas forcément été coup de poussé. Donc, on en est sur ce panel-là au départ, d'actions monogestes qui sont récompensées à minima par du C2E, voire du coup de pouce quand elles existent. Et puis, en termes de prestations de rénovation globale, il y avait uniquement une fiche dont on va voir juste après son contenu, donc qu'on appelle la barre TH64, qui récompensait une action donc d'offre globale. Cette fiche est pourtant très peu connue et ça va très vite se comprendre quand on va voir un petit peu son contenu, d'où sa révision qui est évoquée sur ce slide ici avec une mise à jour en octobre 2020. Mais jusqu'en octobre 2020, c'est une fiche qui n'était pas utilisée, on va le voir. Déjà, les restrictives au secteur de la maison individuelle, à titre indicatif, il existe également son pendant en collectif. Quand on rentre ici dans la description de la fiche pour voir comment on peut la faire fructifier, utiliser en tout cas, on s'aperçoit qu'on a des conditions de bouquet de travaux, combinant donc au moins 2 des 4 catégories de travaux entre le chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l'enveloppe. Et puis, bien sûr, il précise, et ça paraît logique, que si on bénéficie de l'argent des C2E au travers de cette fiche-là, eh bien, on ne peut pas, bien sûr, le faire fructifier sur les opérations C2E monogestes. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas avoir les C2E de l'isolation, les C2E du chauffage, les C2E, par exemple, de l'amélioration de l'eau chaude sanitaire, et en plus les C2E qui viendraient de cette fiche de transformation donc d'une réno globale. Ce sera un choix à faire, effectivement. Sur le slide d'après, voilà, ici, on voit bien que du coup, quand on fait une simulation sous CapRénov' en l'état, on s'aperçoit que quand on fait les simulations en monogeste d'un projet global ici, c'était un projet assez conséquent où il y avait aussi bien de l'isolation de combles, de planchers, un remplacement des menuiseries, mise en place d'une pompe à chaleur RO et une ventilation double flux. Et on s'aperçoit que quand on récupère les C2E en monogeste, donc on fait fructifier les fiches monogestes à chaque fois auprès bien sûr de délégataires ou d'obligés qui viennent nous les racheter, on bénéficie ici de plus de 5 000 euros. En revanche, quand on utilise la fiche barre TH164 avant sa mise à jour donc d'octobre 2020, avant qu'elle devienne coup de poussée, eh bien, on a seulement 2 400 et quelques euros. Donc, c'est effectivement une des raisons qui a fait que cette fiche n'a été évoquée. On faisait des simules dessus, et puis très vite, on s'apercevait qu'elle n'était pas du tout lucrative. Donc, ça a été un des premiers freins.
Sur le slide d'après, on s'aperçoit même que cette fiche va engendrer également une autre problématique, c'est que c'est marqué sur le milieu de la fiche que la conception, la réalisation et le suivi du projet voilà, sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées offre globale. Donc, c'est extrêmement restrictif. Ça veut dire qu'en plus, pour pouvoir que les travaux, pour que la fiche soit fructifiée, il faut faire appel à des entreprises qui sont RGE Certibat ou RGE de type NF Sequami. Donc, on se retrouve ici avec, en gros, moins de 200 entreprises auxquelles on peut faire appel pour que les travaux se fassent. Donc, c'est extrêmement restrictif en plus sur cette histoire-là. On va voir dans la mise à jour comment cela a évolué. Ensuite, on rappelle quand même sur le sur le haut de la diapo que les conditions sont quand même un gain, donc à obtenir d'au moins 35%. Et ça, ce gain se calcule sur la consommation conventionnelle, c'est-à-dire consommation théorique, basée sur un scénario type d'occupation. Le moteur est au choix ici, 3CL du DPE ou THCUX, pour ceux qui connaissent, en plus utilisé en bureau d'études, et donc en énergie primaire et sur 3 usages uniquement. Et ensuite, il y a aussi une condition sur les gaz à effet de serre qui est que, bien sûr, on ne doit pas dégrader cette étiquette de gaz à effet de serre post-travaux. Condition également, bien sûr, que la performance du bien atteigne au moins l'étiquette E post-travaux. Donc, ils disent ici qu'on doit au moins arriver à 331 kWh sur les 3 usages. Ça veut donc dire cela. Bien sûr, tout ça est conditionné à une étude énergétique, c'est ce qui est marqué tout au bas, réalisée préalablement aux travaux, et là encore, par un prestataire qui définit des prestations qui remplissent les conditions de qualification des auditeurs, à savoir RGE Audit Énergétique. Là encore, autre frein. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la liste des RGE Audit Énergétique aujourd'hui sur fer.fr, on découvrira assez rapidement qu'on retrouve beaucoup de bureaux d'études assez gros quand même, qui vont sur du collectif, du tertiaire, qui ne sont pas forcément adaptés pour aller sur du particulier, en tout cas pour couvrir le diffus, le marché du diffus qui peut être très étalé à plusieurs kilomètres des lieux d'implantation de ces bureaux d'études-là. Donc c'est vrai aussi qu'il y a eu un manque d'acteurs aussi à un moment donné pour suffisant. La qualification RGE Audit Énergétique est née en 2018. Donc, c'est vrai qu'il y a eu lente progression d'augmentation. C'est en cours. Hein, ça, on en a beaucoup aujourd'hui qui sont des toutes petites structures, des diagnostiqueurs immobiliers, on a des architectes, on a des maîtres d'œuvre qui évoluent vers ce type de qualification aujourd'hui et qui seront plus à même de couvrir ce marché du diffus et donc de répondre aux attentes ici de la fiche. Alors, les modifications qui ont été introduites en octobre 2020 sont donc importantes puisqu'il n'y a plus cette condition de faire appel à des entreprises purement offre globale. Et on le voit ici, on peut faire appel du coup depuis le 1er janvier 2021 pour chaque catégorie de travaux qui serait donc concernée dans le programme, eh bien, à tout simplement une entreprise qualifiée RGE et pas forcément offre globale. Donc, ça ouvre la voie évidemment aux 57 000 entreprises RGE aujourd'hui sur le sol national. Donc, c'est déjà beaucoup plus faisable. Le professionnel, lui, qui réalise l'opération, doit quand même, bien sûr, être bien titulaire, comme c'est surligné ici, du signe de qualité RGE dans son domaine idoine. On retrouve encore la notion de l'audit énergétique, c'est là où il va y avoir une ambiguïté. Il parle d'études énergétiques, il ne parle pas d'audit. Sauf que ici, nouveauté, il parle d'études énergétiques qui respectent les dispositions du grand 2 de l'article 18 bis de l'annexe K du CGI. Et ça, en fait, ça renvoie à la notion de l'audit énergétique qui, dorénavant, est éligible aux aides publiques type MaPrimeRénov'. Donc, c'est là où il y a un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on nous demande de faire un calcul purement conventionnel, purement réglementaire, pour l'attribution de l'aide, pour vérifier qu'on est dans les seuils. Et puis, on nous demande quand même finalement une étude énergétique, mais dont le cahier des charges, il le renvoie sur celui de MaPrimeRénov'. Ça va être clarifié
dans une prochaine mise à jour encore, ils vont clairement marquer que c'est un audit énergétique conformément au cahier des charges de MaPrimeRénov' qui va être requis. Alors, certains disent que c'est donner du lard au cochon. Oui, non, il ne faut pas voir ça comme ça. Disons qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique peut faire plus de mal que de bien. On le voit au niveau des assurances. On a des retours de sinistralité qui ne sont pas bons dans quelques cas, avec des pathologies assez importantes. C'est ce que l'on voit dans la formation, justement, RGE, audit énergétique. Et ça paraît assez logique qu'à partir du moment où on impose un RGE, audit énergétique, pour délivrer ce type de bonification, ça paraît assez logique que cette personne fasse un travail conformément à ce qu'elle a été qualifiée, à savoir un réel audit énergétique. La différence entre faire seulement un calcul réglementaire et un audit énergétique, c'est aller justement sur ces histoires de est-ce que le gain sera vraiment restitué, est-ce qu'il ne va pas y avoir des pathologies cachées qui pourraient subvenir. On va également intégrer la réelle occupation de l'occupant. On ne va pas s'amuser à projeter des temps de retour folkloriques en disant, en partant de l'hypothèse que si tu vis comme le scénario de la méthode, alors tu devrais économiser tant de kilowattheures et donc annoncer des temps de retour complètement utopiques. Donc, l'audit énergétique n'est pas seulement qu'un calcul réglementaire. Donc, c'est pour ça que c'est une prestation qui est très intéressante pour le maître d'ouvrage. Elle est d'ailleurs récompensée, cette prestation, dans le cadre de MaPrimeRénov', complètement déconnectée de la fiche BAR 164. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à atteindre le critère de la BAR TH64 que l'audit ne peut pas être primé par le biais de MaPrimeRénov'. Donc, par contre, ici, on va enfin avoir un éclaircissement, je dirais, sur ce mot étude énergétique qui, certains croyaient que c'était un simple DPE. Donc non, déjà, on voit bien que l'acteur qui doit le faire doit être un RGE audit énergétique déjà, et on va bien préciser que ça sera dorénavant bien un audit énergétique, comme il l'est dans le cahier des charges donc, de MaPrimeRénov'. Alors, ce coup de pouce, donc lui qui a été rattaché suite à la mise à jour de la barre TH164, donc effectivement, il va venir augmenter les montants que l'on peut percevoir au travers de la simple fiche BAR TH164 pour générer du simple C2E. Donc, on va augmenter le montant de rémunération de l'opération. Maintenant, il y aura des conditions. Évidemment, on met la barre un petit peu plus haut. Donc, on le voit ici, déjà l'élargissement donc, de ce dispositif coup de pouce qui, au départ, était réservé aux actions monogestes et donc ouvert à la rénovation globale de maisons individuelles. Au départ, on n'est que pour des opérations qui sont engagées avant le 31 décembre 2021. On parlera de la suite après. Et les travaux doivent être achevés au plus tard, au 31 décembre 2022. On a un délai d'1 an pour pouvoir envoyer les factures de travaux prouvant que l'opération a donc été réalisée. C'est cumulable, bien sûr, avec MaPrimeRénov' de deux manières différentes. Pour ce qui est des catégories de revenus qu'on appelle donc précaires et très précaires, donc maintenant on dit revenus très modestes et modestes, effectivement, on va coupler ça avec les forfaits de travaux monogestes de MaPrimeRénov', puisque pour eux, il n'y a pas de forfait Réno global. Donc, c'est plus intéressant financièrement pour elles de le faire ça. Les montants en travaux monogestes récompensés par MaPrimeRénov' sont très importants. Donc, il sera intéressant de coupler le montant du coup de pouce Réno global avec les forfaits de travaux monogestes. En revanche, pour les revenus intermédiaires et les revenus plus aisés, les montants de MaPrimeRénov' sont quand même plus faibles. Et par contre, en compensation, ils ont ouvert la possibilité du forfait Réno global à 3 500 € pour les revenus intermédiaires et 7 000 pour les revenus élevés. Et donc, ça, c'est bien cumulable. 3 500, oui, pour les très aisés, pardon, oui. Et 7 000 pour les revenus intermédiaires, donc ce qui va être intéressant à cumuler. Globalement, quand on fait des projets, on se retrouve quand on cumule les deux, à des aides qui vont aller donc de 5 000 à 30 000 €. C'est-à-dire quand on prend le coup de pouce Réno global et quand on cumule avec MaPrimeRénov', donc soit en version monogeste, soit en version forfait Réno global, on arrive à quelque chose qui tourne entre 5 000 et 30 000 €. Donc évidemment, vous comprenez bien qu'il y a eu beaucoup de buzz autour de ça parce que au départ, l'an dernier, il y avait Action Logement.
Action Logement, qui permettait une offre allant jusqu'à 19 000 € de travaux financés, qui était cumulable avec donc les C2E monogeste et avec MaPrimeRénov'. Donc c'est vrai que du coup, on ne parlait pas plus que ça de ce coup de pouce-là. Et évidemment, l'arrêt brutal d'Action Logement en décembre 2020 a fait que tout le monde a un petit peu cherché une aide aussi forte qui pouvait peut-être se mettre à la place. Et quand on voit que le coup de pouce Réno Global peut nous amener sur des montants, on va dire, qui tournent en moyenne, ça tourne entre 10 et 15 000 €. Donc forcément, ça devient intéressant, surtout quand on le couple avec MaPrimeRénov', on dépasse les 20 000 de manière générale. Donc c'est quand même évidemment très lucratif. Alors, 4 conditions quand même qu'ils ont rajoutées, qui vont au-delà de la fiche barre TH164 qui était en C2E classique, ce qu'on appelle. Donc, pour bénéficier de ce coup de pouce, on doit toujours sortir de l'étiquette E. Donc, ça, c'est maintenu. On est toujours limité sur le calcul en 3 postes, ceux du DPE historique, donc chauffage, production d'eau chaude et refroidissement. Et puis, par contre, le gain n'est plus de 35%, mais de 55% à atteindre. Il y a un alignement des planètes ici, puisqu'on a exactement la même condition pour MaPrimeRénov', Réno Global. Ne pas engendrer d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, on retrouve cette condition aussi. Par rapport au C2E standard en barre TH64. Et puis par contre, la nouveauté du coup de pouce ici, c'est qu'en cas de changement des équipements énergétiques, ce n'est pas obligé qu'on les remplace par contre. Contrairement au coup de pouce en tertiaire, où là, il y a une notion de remplacement obligatoire, ce n'est pas le cas ici. Donc on est purement lié à un gain énergétique qui peut se faire sur l'enveloppe. Mais si jamais les équipements énergétiques étaient remplacés, eh bien, on ne pourra pas primer en coup de pouce une installation qui laisserait du charbon, du fioul ou du gaz autre qu'à condensation. Par contre, on va avoir une récompense, évidemment, si on met de la chaudière gaz à condensation dans le projet de Réno Global. Par contre, on pourra aussi primer un dossier qui est en fioul et qui reste en fioul. C'est possible aussi en l'état. C'est s'il y a un changement d'équipement, alors on ne peut pas mettre une chaudière fioul à condensation, par exemple. On ne peut pas, en tout cas, récupérer le bénéfice du coup de pouce. Alors, la valorisation, maintenant, il y a un barème défini, donc c'est-à-dire que les structures délégataires ou obligées qui vont proposer le coup de pouce aux entreprises et aux clients finaux, eh bien, devront à minima s'engager à reverser ces montants-là. Ce sont des montants minimaux ici. Ils doivent s'engager à respecter ce barème de valorisation. Alors, bien sûr, ce barème est lié à l'économie réellement générée, puisque un dossier ne va pas s'arrêter à 55% de gains. Des fois, on en a à 65, 75, 95. Donc, plus l'économie d'énergie est importante et plus la récompense est forte. Et donc, ce sont des gains en euros ici par mégawattheure qu'on va donc récupérer. Alors, on voit qu'il y a une variable effectivement au niveau des précaires et des non précaires. Donc ça, c'est comme les autres dispositifs coup de pouce comme l'isolation, où globalement, il y a 22 € pour les précaires et 11 € pour les non précaires. On retrouve un petit peu cette notion-là ici avec des montants forfaitaires un petit peu plus élevés pour les précaires. Ensuite, différence évidemment sur les situations initiales entre si on vire du charbon et du fioul, autre condensation, ou si on vire autre chose à l'état initial, ou si on laisse tout simplement l'équipement à l'état initial. Et puis ensuite, après travaux, on regarde aussi le taux de chaleur renouvelable qu'il y aura dans le projet a posteriori. Et s'il est insuffisant, eh bien, la rémunération est un petit peu moindre là aussi. Alors, les structures aujourd'hui qui le proposent, sur la fin d'année, on en a effectivement un petit peu moins d'une dizaine. Donc, ce sont ces structures-là auxquelles il faut se rapprocher pour en bénéficier du coup de pouce, parce que souvent, la grande question, c'est comment on récupère ces aides. C'est là-dessus, d'ailleurs, où on peut le dire, c'est très mal fléché au niveau des différents dispositifs qui existent aujourd'hui. Autant MaPrimeRénov' est plutôt bien fléché sur maprimerenovgouv.fr, autant c'est vrai que les C2E et les coups de pouce, je vois les entreprises que j'audite régulièrement dans le cadre du RGE ont énormément de mal à le proposer parce qu'elles ont du mal à identifier clairement le processus, les acteurs. Voilà. Donc ici, on vous les communique.
c'est à jour aujourd'hui. Ce sont ces structures-là qui ont signé la charte d'engagement pour pouvoir le proposer. Ensuite, c'est vrai que actuellement, on a une certaine frilosité de la part de certains de ces acteurs à le proposer en l'état. C'est-à-dire si on peut se rendre compte qu'ils attendent en fait une mise à jour d'un texte qui devrait se faire courant mars. Il sera sûrement paru d'ici la fin du mois. Il va y avoir quelques modifications, comme je vais l'évoquer après. Donc, certains acteurs aujourd'hui que j'ai pu contacter me disent clairement, on n'en prend pas temporairement. Donc, ne soyez pas trop craintifs sur ça. Ça va se décanter assez rapidement maintenant. Certains ont voulu partir trop vite, je pense aussi, sur ce coup de pouce. Disons que l'arrêt brutal d'Action Logement n'a pas aidé, j'avoue. Certains ont voulu vite rapatrier là-dessus et peut-être trop vite. Les acteurs n'étaient peut-être pas prêts. C'est un coup de pouce qui est tout frais. Il y a des notions dedans qui sont encore à éclaircir. Il va y avoir un arrêté modificatif, comme je vous l'explique, qui va préciser des choses. Il en restera sûrement encore une FAQ sera sûrement d'ailleurs abondée dans ce sens. Donc voilà, ne soyez pas surpris. C'est des rumeurs qui circulent en ce moment comme quoi le coup de pouce, peu d'acteurs le proposent. Oui, je vous le confirme, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que les autres coups de pouce qui aujourd'hui roulent très très bien. Là, celui-ci, il est tout nouveau, il se lance. Mais franchement, ça devrait se décanter assez rapidement maintenant avec la mise à jour qui est prévue. Alors, les évolutions attendues sur ce fameux coup de pouce, effectivement, le contexte. Le contexte, il est qu'effectivement, on a fait beaucoup de simulations sur ce coup de pouce et on a fait remonter notamment auprès de ceux qui le rédigent et qui en ont la main dessus, qu'il pouvait y avoir effectivement certaines fraudes, certaines truanderies, on va dire, parce qu'il est tout à fait possible, par exemple, de dégrader volontairement l'état initial dans le calcul. On ne pourra plus vérifier après si c'était vrai ou pas. Donc, on pourrait, par exemple, dégrader l'isolant, on pourrait inventer des choses en termes d'appoint, c'est-à-dire dire « Oh, mais oui, le logement, il est chauffé électriquement avec plein de radiateurs d'appoint, etc. » Donc, pour ça, ils sont bien obligés de réagir au niveau de l'écriture du texte pour mettre quand même des verrous. Donc, il y a ce contexte-là, inévitablement, qui, on ne va pas se le leurrer, Action Logement a été victime de tentatives également de fraude et qui ont amené sûrement à précipiter un petit peu la fin de ce type-là. Donc, ils ne veulent pas que ça se reproduise sur le coup de pouce. Donc, ils préfèrent effectivement sécuriser, sachant qu'on a lancé des alertes en partie, et plein d'autres l'ont fait aussi, en disant attention, vu comment c'est monté, ça pourrait vite dériver, vu que les montants sont quand même très alléchants. Donc, ce qui est prévu sur l'arrêté qui devrait rentrer en vigueur au 1er avril, si le calendrier est bien respecté, pour courant mars. Il y a 4 modifications qui sont dans les tuyaux, qui sont en cours de validation maintenant par le Conseil supérieur de l'énergie. Donc, ces 4 modifications, tout d'abord, ils vont mieux définir la notion de l'audit énergétique et pas simplement étude énergétique qui ne voulait absolument rien dire, qui existe d'ailleurs dans aucun texte. Donc, enfin, ce sera précisé que c'est bien l'audit énergétique avec un alignement du contenu sur MaPrimeRénov'. Ensuite, il y aura une interdiction à ce que l'organisme qui contrôle l'opération, vous savez qu'il y a dans le cadre des C2E coup de pouce, il y a effectivement des bureaux de contrôle qui sont amenés à devoir échantillonner les lots qui remontent. C'est une obligation qui incombe aux signataires des chartes. Eh bien, ils ne pourront pas avoir fait l'audit de la même opération, parce que ces bureaux de contrôle sont aussi bureaux d'études dans certains cas. Donc, il y aura évidemment, ils ne peuvent pas contrôler une opération qu'ils auraient eux-mêmes participé en termes de production de l'audit. Ils vont rajouter une condition, par contre, c'est qu'il y ait au moins un geste d'isolation. Effectivement, c'est aperçu qu'en faisant que des systèmes, c'était parfois possible d'atteindre le gain à 55%. Donc forcément, ça pose quand même une question qui est de dire, est-ce qu'on peut vraiment surprimer une opération où on n'a pas rajouté un PET d'isolant ? Ça se fait quand le bâtiment est très dégradé, c'est-à-dire quand il est en étiquette F, étiquette G, dès que vous mettez un équipement de type pompe à chaleur, de type chaudière biomasse, forcément avec un rendement bien meilleur que ce qu'il y avait avant, vu qu'on est sur un bâtiment pas isolé, le gain peut se faire assez rapidement. Et c'est surtout que les montants vont être énormes, parce que comme on récompense au mégawattheure près,
ben, c'est extrêmement valorisé. Si par contre on démarrait en étiquette D avec un logement bien isolé et qu'on mettait une pompe à chaleur là-dedans, on pourrait peut-être faire le gain aussi, mais forcément le montant en mégawattheure serait moindre. Donc ça pose quand même problème de surrécompenser un programme où on n'a pas mis un PET d'isolant et où finalement on passerait peut-être de G à seulement E. Donc l'idée ici, bon voilà, paraît en tout cas presque actée. Ce que je vous dis là est quasiment acté. Donc à savoir comporter au moins un geste d'isolation. Donc c'est une évolution, parce que par rapport à la barre TH64, il n'était pas question, il n'y avait pas d'obligation sur ça. Et enfin, l'exigence du taux de chaleur renouvelable devrait passer à 50%. Donc, c'est le 4e point qui, effectivement, est dans les tuyaux. Et celui-ci, donc, il serait uniquement pour obtenir la surprime. Donc, je rassure les acteurs ici qui diraient, non, du coup, dans bon nombre de cas, on n'y serait peut-être pas. On va le voir après dans des simulations que Caprenov a fait. Non, on bénéficie quand même du coup de pouce. C'est juste qu'on bénéficie pas des montants maximaux que vous avez vus dans le tableau tout à l'heure. Au lieu d'avoir 500 €, on est sur des barèmes légèrement inférieurs. Donc, mais on bénéficie quand même d'un coup de pouce qui reste quand même bien plus lucratif que si on faisait du C2G ou du coup de pouce monogeste. Voilà pour ce qui est de ce point-là. Ensuite, autres évolutions attendues pour le second semestre, ça viendra du DPE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du nouveau DPE qui est prévu pour, s'il n'y a pas de retard de calendrier à nouveau différé, il devrait rentrer en vigueur au 1er juillet. Ce nouveau DPE va rebasculer en 5 postes. Donc effectivement, comme on est sur un alignement des planètes, il est question que l'audit énergétique que l'on fait aujourd'hui donc en 3 postes CHAB pour les parties des résultats conventionnels bascule également en 5 postes, et du coup le coup de pouce aussi. Il est effectivement dans les tuyaux, la T2E qui est à la rédaction de tout ça, forcément ne l'exclut pas, ce qui paraît assez logique. Le DPE est quand même le document fondamental, celui qui est communiqué partout. Donc c'est normal qu'il y ait un alignement des planètes aujourd'hui dessus, à savoir 3 postes CHAB. Mais s'il évolue derrière en 5 postes comme c'est prévu, forcément qu'une mise à jour est prévue également sur ce coup de pouce, mais comme ça le sera aussi pour l'audit énergétique, pour la production des résultats en conventionnel. Enfin, l'avenir de ce coup de pouce, puisque on l'a vu dans les diapos précédentes, il s'arrête au 31 décembre 2021, eh bien, l'arrêté va passer au Conseil d'État, là maintenant, là encore dans les semaines qui viennent, maximum d'ici avril. Il devrait être embarqué dans la 5e période des C2E et il devrait aller jusqu'à son terme de la 5e période, c'est-à-dire jusqu'à fin décembre 2025. Annonce faite ici par la DGEC, donc plutôt une bonne nouvelle sur la prolongation d'un dispositif qui est tout frais finalement et qu'on n'a pas encore utilisé, honnêtement. L'intérêt de faire une rénovation performante ici, donc un exemple illustratif, on est sur un ménage au revenu supérieur ici, ménage rose, résidence principale, et donc on l'a pris en zone H2, donc façade atlantique. C'est un projet donc, où il y a remplacement des fenêtres, isolation des combles perdus, isolation du plancher bas, double flux, pompe à chaleur RO et chauffe-eau thermodynamique. On va voir les résultats du bilan financier ici. Donc là, on le fait tout d'abord en colonne verte, la première, en chiffrage monogeste C2E. Donc on arrive à 5 800 € d'aide. On le voit que sur le montant du chantier à 35 000, ce n'est pas forcément très lucratif. On est à 16% de prise en charge. MaPrimeRénov' ici, colonne de droite, ne nous amène rien du tout, puisqu'on est sur des revenus aisés qui n'ont pas droit à quelconque aide que ce soit sur cette typologie-là de travaux en tout cas. On a des aides, mais en ITE, en ITI, en rampant, ce n'est pas le cas ici, il n'y en a pas dans ce dossier-là. Donc on est quand même sur un reste à charge assez conséquent de 30 000 €. Quand on regarde à peu près qu'un éco-prato 0, les annuités de remboursement sont supérieures aux annuités d'énergie générées, donc on n'est pas sur un dossier rentable. On est sur une rentabilité à plus de 15 ans. Mais grâce à un audit énergétique qui aurait pu être réalisé au préalable, on s'apercevrait que finalement le gain de cette action ici, de ce programme, est de 66%. Youpi, on déclenche donc à la fois un forfait Réno global chez MPR et surtout le coup de pouce
rénovation globale, qui, je le rappelle, est récompensé au mégawattheure près. Le mégawattheure ici est assez intéressant. On passait de mémoire à plus de le slide d'avant, pardon, juste. On passe de 28 kW, 8000 à 8, donc ce sera à peu près 20 mégawattheures d'économie. Donc, du coup, quand on reprend le bilan de financement en rajoutant la prestation d'audit énergétique ici à 1200 euros TTC, c'est une fourchette. Hein. Les audits sont, aujourd'hui, ce que j'en vois, ça tourne entre 800 et 1002 à peu près en TTC. Donc ici, on récupère presque 10 000 euros par le coup de pouce Réno Global. Donc là où tout à l'heure, on était à 5 800, on a doublé le montant. Voilà. Et on reste avec les mêmes entreprises, RGE, travaux, iDouane. C'est-à-dire, j'ai un RGE isolation, j'ai un RGE menuiserie, j'ai un RGE pompe à chaleur. C'est plus comme avant où il fallait faire appel à une entreprise RGE offre globale. Il y en a à peine moins de 200 en France. Là, je fais appel aux 57 000, au pool des 57 000 entreprises RGE. Colonne de droite, je récupère mon bonus, mon forfait, pardon, excusez-moi, Réno Global à 3 500 euros, qui tout à l'heure ne me donnait rien. Et en plus, comme j'atteins l'étiquette B du DPE, pour info, bonus BBC déclenché. Ouais, belle la vie. On passe à presque 38% de prise en charge. Cette fois-ci, le reste à charge à 22 000 euros se fait atomiser par les économies d'énergie générées. Le client va gagner de l'argent dès la première année. Dès la première année, il paiera moins cher entre son remboursement d'emprunt et entre sa nouvelle facture énergétique. Temps de retour instantané. Grâce aux aides. Et j'ai pris la pire typologie, qui est à savoir les revenus les plus aisés. Ceux qui, malgré la communication ministérielle, nous fait croire qu'il y a moins d'aides. C'est faux. Si on prend ce même dossier sous le quinquennat Hollande ou sous le quinquennat début Macron, il n'y avait pas autant d'aides. Hein. On tournait à peine à 5 000 euros de crédit d'impôt, dans le meilleur des cas, et vous aviez 3 000 de C2E. Vous aviez 8 000 euros d'aide. Là, je suis à plus de 15 000. Voilà. Merci Alexandre pour ta démonstration. On va maintenant vous présenter, on va essayer d'aller assez vite, mais de vous le présenter bien, l'intégration du coup de pouce dans Caprénov. Le texte du coup de pouce, hein, donc Alexandre vous en a présenté les principales conditions de déclenchement. Maintenant, on va rentrer dans les règles de calcul et notamment de ce taux d'ENR de 40% qui est défini par l'annexe 4 d'un certain décret. Et ça nous a pris un petit peu de temps à l'interpréter, sachant qu'aujourd'hui, le texte est écrit en langage français, certes, mais pas en langage thermique. Donc, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de méthode de calcul qui est définie. Donc, Sylvain, je vais te laisser présenter la façon dont on a interprété ce calcul des différents taux d'ENR en fonction des systèmes. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Ouais. Oui, donc c'était un petit peu compliqué à analyser. Le premier terme qui était le plus délicat, en fait, c'était la consommation de chaleur utile en français dans le texte de l'arrêté, enfin du décret. Nous, on l'a traduit comme étant le besoin de chauffage sur lequel on ajoute les pertes des équipements. Donc, et ces pertes des équipements au sens, on va dire, dans le local de la chaufferie, quoi. Donc, typiquement, si on a une pompe à chaleur, on va aussi intégrer les pertes d'ambiance de la pompe à chaleur de l'unité intérieure dans une chaufferie pour une pompe à chaleur aéro, par exemple. Donc voilà, sur cette première partie qui est loin d'être simple, c'est carrément discutable, hein, mais il fallait choisir un endroit en fait dans la chaîne de transmission thermique dans le bâtiment, se positionner à un endroit qui nous semble aujourd'hui le plus logique, en attendant d'avoir mieux côté réglementaire. La chaleur solaire utile, ça c'est relativement simple. En gros, on considère que c'est le besoin de chauffage multiplié par le facteur de couverture solaire. Donc, en gros, c'est ce qui vient du solaire et qui n'est pas pris en charge par l'équipement. Pour la pompe à chaleur, là, c'est chaud parce que, en fait, dans le texte, on nous parle d'un COP moins 2,3 pour la consommation d'électricité. Ce COP, le problème, c'est qu'il n'y a aucune précision dans le texte pour nous donner à quelle température en fait on prend ce COP. Est-ce que c'est un COP à 0, à plus 7, à moins 7?
Donc, ça veut à peu près rien dire. Donc, nous, le choix qu'on a pris, c'est de dire on prend le scope qui est finalement une traduction d'une espèce de COP moyen, à défaut de mieux, en fait, hein, côté réglementaire. Sachant que le scope, lui, normalement, est défini avec 5 COP standards, quoi. Donc, on est normalement, c'est ce qui est a priori le plus logique d'un point de vue thermique et qui truande pas trop la formule, quoi. Et le 2,3, alors pareil, celui-là est discutable, mais en gros, il vient de la nouvelle méthode DPE 2021 et de l'ARE 2021 qui a abaissé le taux de conversion de l'énergie primaire en finale de 2,58 à 2,3. Donc là, c'est déjà quelque part anticipé sur la mise en application du DPE 2021. Mais ça vient du texte réglementaire. Donc on applique purement le texte. La chaleur récupérée et utilisée, ça, c'était pas clair dans le texte, clairement, enfin, du réglementaire. Donc, nous, on a considéré qu'on pouvait caser là-dedans la VMC double flux quand il y en a une, ce qui est loin d'être neutre, hein, sur le taux de récupération et d'énergie renouvelable. Donc, on l'a mis dans ce système-là, pareil, un peu par lecture entre les lignes, on va dire, du décret. La chaleur utile produite biomasse, là, pareil, c'est relativement simple à calculer. Et en gros, c'est le complémentaire du solaire, quoi. C'est ce qui vient, ce qui est pris en charge par l'équipement. Dans le cas où on est en biomasse, on compte en gros le complémentaire, ce qui est fourni par l'équipement, quoi. Ce qui évite de compter deux fois le cas particulier où on aurait un SSC avec une chaudière granulée. Il y aurait une partie qui serait prise en charge par le solaire et une partie qui serait prise en charge par la chaudière. Voilà en gros pour les grandes lignes pour le texte. Il y a d'autres items qui ne sont pas gérés dans Caprénov, des récupérateurs sur l'eau chaude par exemple, de la géothermie directe, des choses un peu plus exotiques qu'on n'a pas du tout dans Caprénov. Mais il faut savoir que ça existe quelque part dans l'arrêté. Merci Sylvain. Maintenant, pour illustrer un petit peu, alors, on se focalise beaucoup parfois trop sur ce taux de NR. Je vous présente quelques exemples pour relativiser aussi un petit peu cette question de taux de NR. Donc là, dans l'exemple qu'on avait, que nous a présenté Alexandre, avec donc la méthode de calcul et l'interprétation du texte, on arrive à un taux de NR de 47%, donc ce qui sera présent dans Caprénov dès la mise en production de l'intégration du coup de pouce. Et donc une aide qui avoisine les 9 400 €. Voilà, je ne rentre pas plus, donc on baisse un petit peu encore le temps de retour sur investissement par rapport à l'exemple qui avait été donné. Maintenant, je prends une maison donc, qui est dans le Var, qui est chauffée à l'électricité, donc qui était en étiquette E en termes de consommation avant travaux, et pour qui, là, les travaux qui sont prévus, donc on va prévoir l'installation d'une PAC RO, voilà, et des productions d'eau chaude sur la PAC, de base, on a 44% d'économie d'énergie. Si on rajoute voilà, PAC RR plus chauffe-eau solaire, PAC RR plus chauffe-eau solaire plus isolation, on gagne quelques pourcents hein, en taux de NR. Et puis si on rajoute une VMC double flux aussi. Donc, on a voilà, des primes coup de pouce qui avoisinent, donc selon notre niveau de précarité, entre 3 500 et 5 700 en fonction des scénarios de travaux. Pour une autre maison, là, qui est en Savoie et qui a des besoins de chauffage beaucoup plus importants, hein, qui est en classe G, donc, qui présente une chaudière fuel en existant, si on ne fait que isoler la maison, donc sans changer aux équipements, on a un taux de NR donc, qui est à 0 et on a déjà une prime qui est à minima hors précarité à 6 000 € et 10 000 pour les précaires. Si on ajoute là forcément un équipement qui fait qu'on passe la barre des 40% de taux de NR, on va doubler la prime. Mais par rapport à l'exemple d'avant, hein, c'est bien le mégawattheure CUMAC, donc le mégawattheure économisé, qui va vraiment faire varier
le montant de la prime entre deux maisons, une qui était classée E et une qui était classée G. Donc le taux d'ENR est important pour une même maison, mais c'est vraiment sur les typologies de maisons qu'il va falloir regarder. Je vais maintenant vous présenter donc les maquettes de l'intégration du coup de pouce. Alors, je vais avoir besoin de repartager mon écran. Excusez-moi, parce que je n'avais partagé que... Hop, partager. Vous voyez bien l'écran Oui, c'est bon. C'est bon? Donc voilà, là on est dans Caprénov. Pour ceux qui connaissent, ils se retrouvent avec, donc on est dans la partie rénovation, donc on a déjà saisi son logement. On voit qu'ici, on va intégrer directement le badge pour savoir si on est oui ou pas éligible au coup de pouce pour notre scénario de travaux. Donc on va là, a priori, je suis éligible parce que j'ai donc un gain d'économie d'énergie primaire qui dépasse les 55%. Donc, je vois que les conditions sont remplies. J'aurai déjà le montant estimé donc à l'instant T de ma simulation de travaux en fonction des travaux que j'ai réalisés. Si jamais je n'étais pas éligible, on pourrait me l'indiquer aussi et m'indiquer exactement quels sont les points qui me manquent pour devenir éligible à ce coup de pouce. Donc, je retrouve les valeurs, le gain énergétique, donc là qui n'est pas atteint, une consommation après travaux inférieure à 331 kWh, les émissions de gaz à effet de serre et le fait de ne pas installer de chaudière fuel, charbon ou gaz autre qu'à condensation. Je peux aussi voir le détail du calcul donc de ces kilowattheures QMAC générés et du montant de la prime en euros. Donc, je retrouve la formule, donc celle qui est donnée de façon réglementaire, avec les valeurs de consommation en énergie finale initiale et celle du projet qui sont bien indiquées ici. Chose qu'actuellement on ne voit pas dans Caprénov. Donc là, on va vous les donner en direct dans l'application et on le verra après aussi dans le rapport PDF. Le taux de valorisation qui est utilisé pour le calcul en fonction, donc toujours, ce qui est géré dans Caprénov en fonction du niveau de précarité qui a été défini et saisi pour la simulation. La surface CHAB. Et donc, on a le montant de la prime en euros. On a la même chose pour le calcul des kilowattheures QMAC avec le coefficient donc, qui s'applique en fonction des critères, taux de NR, état avant travaux et présence ou non d'un remplacement ou non d'une chaudière fuel ou charbon et précarité énergétique. Donc, il va faire varier entre ces 8 coefficients qui sont fixés de façon réglementaire pour le coup de pouce. Et là, on retrouve également toutes les données qui nous permettent les données intermédiaires qui définissent ces coefficients. On va retrouver, bien entendu, le coup de pouce dans la liste des aides. Donc ici, avec son montant, et toujours le point information, où là encore, on retrouve le détail des calculs. Donc là, en fin de scénario, on a finalisé notre scénario et on a l'ensemble des données donc, qui sont ici, le taux de chaleur renouvelable, le type de revenu précaire, le gain énergétique en énergie primaire et puis le détail des calculs. L'ensemble de ces informations, quand vous allez valoriser la fiche, donc là, hop, je repasserai plus tard valider. L'ensemble de ces informations, vous allez les retrouver sur le rapport PDF qui est généré automatiquement où on aura le détail de la prime coup de pouce, alors avec les conditions donc, qui sont fixes et de façon réglementaire, et le détail des calculs pour votre simulation.
donc le nombre de kilowattheures Qmax généré, la consommation en énergie finale initiale et celle du projet, le gain en énergie primaire calculé pour les 3 postes sur la base des consommations conventionnelles, la consommation en énergie primaire initiale et celle du projet, le taux de chaleur renouvelable et le coefficient coup de pouce qui en découle, ainsi que la valorisation, donc ici, qui a été donc définie soit par, de façon où vous n'avez pas touché, c'est l'écran qu'on voyait juste avant. Hop, voilà. Donc, comme pour les coups de pouce actuellement ou les C2E, vous avez les montants par défaut qui sont renseignés et que vous pouvez venir modifier, puisque, comme l'avait dit Alexandre, les montants minimums de valorisation du coup de pouce sont fixés réglementairement, mais peuvent être abondés. Donc, ça sera votre propre montant renseigné qui viendront pour calculer le montant de la prime. Voilà pour ce rapide aperçu des maquettes qui seront intégrées prochainement dans Caprénov. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais aussi vous présenter ce qui va venir dans Caprénov. Donc, une étiquette qui va être remaniée pour revenir en 3 usages CHAB. Donc, ce qui était le cas il y a 1 ou 2 ans. Dans Caprénov, on s'était mis en conformité avec l'audit énergétique qui demandait 5 usages SHON. Et donc, on va rapidement repasser en 3 usages CHAB. On va aussi vous permettre donc, à tous ceux qui font de l'audit énergétique d'éditer un rapport, de générer un rapport PDF avec les paramètres nécessaires à l'audit énergétique, donc qui rajoute des informations par rapport au rapport PDF libre qui existe aujourd'hui. Avec donc la mention du statut des bénéficiaires, résidence principale, secondaire, niveau de précarité, la mention de la conformité à l'audit dans la page de présentation du document, une page de synthèse qui sera personnalisable, donc de façon annotée, comme ça existe déjà actuellement pour les scénarios, pour vraiment, on considère que l'auditeur doit aussi exprimer voilà, son analyse et que ce n'est pas l'outil qui doit s'y substituer. Donc, c'est le choix qu'on a fait. L'ajout d'une page récapitulative de l'ensemble des données qui sont assez techniques et qui sont nécessaires pour les organismes qui délivrent les aides, mais qui sont assez imbitables, on va dire, pour le maître d'ouvrage qui reste quand même le premier destinataire du rapport d'audit. Donc voilà, et puis d'autres choses encore, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, la liste est longue. Et également à venir dans Caprénov+, l'étanchéité à l'air, donc qui va être intégrée aussi pour se mettre aussi en conformité à l'audit et pour répondre aux besoins de nos utilisateurs de façon plus générale. Voilà pour cette présentation. Alors, on a bien débordé sur le temps, j'en suis désolée. Florent, j'ai vu que tu as répondu aux questions au fur et à mesure. Alors, pas à toutes. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont à débattre ensemble. Notamment, il y a une question peut-être, il y a des questions vraiment de nature assez variée, mais notamment, il y a quelqu'un, donc Giovanni Leca, qui demande est-ce que les montants de primes sont en euros par kilowattheure en énergie finale ou en énergie primaire? Alexandre? Énergie finale. On parle de La kilowattheure condition du Qmax, gain hein. à 55 est en énergie primaire, mais la valorisation se fait sur l'énergie finale. Ok. Si je reprends, il y avait quelques questions, peut-être qu'elles ont été répondues au fil de l'eau, mais que ce soit bien compris par Jérôme et Francis qui parlent de la chaleur renouvelable en disant est-ce que par exemple une chaudière biomasse permet 50% d'énergie renouvelable et que veut dire finalement ce terme chaleur renouvelable? Est-ce que c'est peut-être plutôt pour Sylvain la question ou je ne sais pas si Alexandre tu veux répondre aussi? Sylvain, oui. Ouais, la partie renouvelable,
dans le texte, on comprend que c'est dès l'instant où on a une énergie biomasse, typiquement du bois bûche, du bois granulé, toute la consommation couverte par la chaudière biomasse est considérée comme renouvelable. Donc, voilà, et le solaire, pareil, le solaire passe en renouvelable. Donc, pour Et répondre, il faut savoir quelles sont les autres énergies du projet et la part de voilà. générateurs dans le projet. Et par contre, c'est très difficile de donner un ratio comme ça, dire on sera toujours au-dessus de 40% renouvelable. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire le calcul à chaque fois, quoi, en fait, parce que ça va vraiment dépendre de la maison, du contexte. C'est assez difficile de tirer des grands ratios avec une règle de calcul qui est quand même assez complexe, puisqu'à chaque fois, ce taux d'énergie renouvelable, il dépend évidemment des autres usages, quoi. Et donc, au dénominateur, on a le chauffage et l'eau chaude. Et on peut avoir des cas un peu tordus de maisons bien isolées où l'eau chaude fait qu'on ne passera pas les 50%, quoi, par exemple. Ok. Voilà. Donc, globalement, je pense qu'il faut pas se mettre trop de gros ratios dans la tête, mais bien à chaque fois revenir au calcul qui est globalement assez Voilà, compliqué, donc quoi. qui sera bientôt. Donc, on n'a pas encore de date hein, pour la disponibilité de ces fonctionnalités dans Caprenov. On y travaille. On avait parlé aussi du fait qu'on serait prêt sur cette calcul de barre TH donc courant février. On voit que plus on a creusé, plus on a vu qu'il y avait des points à éclaircir. Donc, pour l'instant, l'équipe là est dessus et on espère. Enfin, on sait que vous êtes nombreux à nous demander ça. Donc, on va dire que l'intégralité de nos forces sont dédiées à ça désormais. Peut-être pour Alexandre, quelques questions qui datent plutôt du début de la présentation, mais je vais en dire deux. Est-ce que vous pouvez préciser la nomenclature RGE études nécessaire pour réaliser la barre TH 164? Et puis aussi, est-ce que l'offre Renault Global permet de financer 100% des travaux ou bien y a-t-il un reste à charge? Je pense qu'on en a répondu en partie, mais peut-être revenir un petit peu là-dessus. Alors, sur les conditions du RGE études, aujourd'hui en maison individuelle, on va retrouver effectivement les organismes qui passeront le RGE études directement avec des structures comme l'OPQIBI notamment, 1911, voire 1905, qui sont des qualifications dédiées. On a Calibat qui a ouvert une qualification dédiée aussi, la 8731, qui s'obtient après 2 jours de formation et donc un dossier à monter avec 3 références d'audit énergétique. C'est pareil chez OPQIBI sur la 1911. Hein. Voilà, principalement pour pouvoir être RGE, audit énergétique, pour prétendre donc pouvoir accès au coup de pouce. La question maintenant sur est-ce que c'est possible de tout financer? Alors en fait, non. D'une manière générale, c'est quand même des rénovations qui sont à plus de 30 000 euros. Hein, donc, le coup de pouce seul ne peut pas nous y amener. Si on voulait compléter avec ma prime rénov, de toute façon, on n'y arriverait pas quand même parce qu'on a une règle d'écrêtement sur ma prime rénov qui fait qu'on est toujours obligé de toute façon, si on venait à cumuler les deux, et on est obligé de cumuler les deux si vraiment on veut avoir un bon taux de prise en charge, et on est obligé de laisser toujours 10% pour les très modestes, 25 pour les modestes, 40 pour les revenus intermédiaires et 60% pour les revenus aisés. Et donc, forcément, ils vont écrêter les montants de ma prime rénov pour qu'il y ait toujours ce delta. Donc, non, on n'a pas de finance. Les seuls cas de travaux qui étaient purement intégralement financés, c'était l'époque d'Action Logement, on va l'oublier, et c'était les cas des C2E coup de pouce, isolation et plancher bas. Ou pompe à chaleur ou des choses comme ça, mais parce qu'on faisait appel que au C2E coup de pouce. Mais là, ça ne serait pas possible quand même. Les montants en C2E coup de pouce, offre globale, sont quand même pas suffisants par rapport au montant réel d'une réno globale. Ok. Une autre question sur le contrôle, on en a parlé tout à l'heure, mais revenir sur un point plus précis. Qui doit contrôler la bonne exécution des travaux et leur conformité par rapport aux performances qui sont annoncées?
Là, de toute façon, on est sur un dispositif coup de pouce. Donc après, à voir s'ils mettent une condition comme sur les coups de pouce isolation. J'en ai pas entendu parler, mais comme quoi les bureaux de contrôle seraient missionnés pour pour ventiler un certain taux. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le coup de pouce plancher bas, c'est contrôlé jusqu'à 20% des lots qui remontent, 10% sur les combles perdus. J'ai pas entendu de pourcentage minimum de contrôle. Donc il y en aura sûrement. Est-ce qu'il y aura un pourcentage minimum de dossiers contrôlés? Je n'ai pas la réponse ici. Mais en tout cas, il y en aura sûrement, oui, par les bureaux de contrôle, de toute façon, que devront missionner obligatoirement les signataires de la charte, ceux qui vont faire la rémunération. Ok. Ils vérifieront que les travaux ont vraiment été exécutés conformément à ce qui avait été mis dans l'audit. Une question aussi là de Emmanuel Cousin. Faut-il que la société fasse un devis global? Tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'on pouvait donc faire appel à des sociétés différentes. Comment ça se passe au niveau des devis pour valoriser le coup de pouce lors de la création du dossier? Les devis de chaque prestation de travaux qui sont embarqués dans le scénario retenu pour atteindre celui qui est retenu pour passer le seuil des 55% et sur lequel on part pour le calcul de rémunération. Donc après, il y a les devis des entreprises en lien qui est fait, et qu'elles soient dissociées ou une entreprise générale qui aurait fait un devis unique. On va retrouver la même chose dans MaPrimeRénov', Réno Global, c'est exactement soumis à la même chose. Donc c'est vrai qu'à la fin du chantier, par contre, l'auditeur énergétique a quand même son droit de regard, parce que dans MaPrimeRénov', Réno Global, on retrouve ça aussi. L'auditeur énergétique récupère les factures de travaux, regarde quand même si ça correspond bien en termes de performance à la performance qu'il avait embarquée dans son outil. D'accord. Et il vient également apposer sa signature comme étant, même s'il n'y a pas une vérif sur site, par contre, c'est une vérif sur facture. Par contre, il pourra y avoir des contrôles a posteriori sur site de la part des bureaux de contrôle. Ok. Je reviens un petit peu sur le début aussi de la présentation. Il y avait la question sur le fait que l'audit soit lui-même subventionné. Dans l'exemple tout à l'heure, l'audit n'était pas subventionné. Oui, parce qu'on était en catégorie ménage rose, donc revenus très aisés, mais sinon, on a des rémunérations à 300 € pour les revenus intermédiaires, 400 € pour les modestes et 500 € pour les très modestes. Et du coup, dans ce cadre-là, il y avait une question complémentaire qui disait quelles sont les conditions pour obtenir une aide simplement sur l'audit. Si jamais l'audit il convenait à dire que le bilan ne permet pas d'obtenir le coup de pouce, s'il n'y a pas de travaux qui sont réalisés derrière, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Non, l'audit restera quand même financé sur les montants que je viens d'indiquer, et puis ensuite, on récupérera quand même les montants de MaPrimeRénov' et de C2E monogeste. Ok. Pour financer les travaux, qui n'atteindraient pas 55%. D'accord. Mais si jamais il n'y avait qu'un audit sans travaux, au moins l'audit est finançable entre 0, 300, 400 et 500 €. Demande à faire sur maprimerénov.gouv.fr. ok. Bon, il y a encore beaucoup de questions, mais je ne sais pas quelle heure il est. Je ne voudrais pas qu'on déborde trop. 18h05. Je vous propose de les prendre là. Enfin, je suppose qu'on pourra les récupérer à la fin de notre intervention et puis de vous répondre par ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais le mettre dans la discussion. L'adresse d'assistance de Caprénov, donc caprénov@ pia-production.fr. Comme ça, on pourra vous apporter des réponses en dehors de ce webinaire, sinon ça va s'étaler. On a déjà répondu à peu près à une vingtaine, 25 questions environ. On vous enverra un petit questionnaire de satisfaction pour savoir si la démarche vous a plu. Je laisse Alexina conclure. Merci à tous de votre participation, à vous qui nous avez regardés, et merci à Alexandre et Synergie Sud d'avoir pris de son temps et de nous avoir exposé le passé et le futur du coup de pouce, en tout cas ce qu'on peut imaginer pour la suite. Ouais, Voilà. et puis merci à vous pour l'invitation, et puis merci à vous pour le travail sur l'outil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on commence à déposer du coup de pouce auprès de quelques signataires qui
qui essayent d'en faire. Et c'est vrai que c'est complexe parce que aujourd'hui, on allait sur l'export CSV pour essayer de récupérer les infos. Et le travail que vous faites ici, là, qui est à l'écran, c'est super pour nous. Eh bien, on est mobilisé en interne pour développer et vous fournir au plus vite le calcul de ce coup de pouce. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le détail du calcul du coup de pouce, du taux d'ENR, pardon. C'est un sujet qui est très lourd. On pourrait peut-être organiser un autre prochain événement. On va bien vous envoyer donc un questionnaire de satisfaction et puis vous proposer donc différentes suites à cette première présentation et pour voir selon vos besoins et vous présenter plus en détail les points qui vous intéresseraient. Voilà. Et merci à tous.